Bon, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, pour notre analyse, on s'attaque à un phénomène super silencieux, mais honnêtement absolument dévastateur. Imaginons un instant les esprits les plus brillants, les plus compétents de notre époque. Et là, on se rend compte que ces mêmes personnes, eh bien, elles gèlent complètement leur propre production. Elles refusent catégoriquement de s'exposer au monde. Et attention, ce n'est vraiment pas un manque de talent, non. C'est ce qu'on appelle la voie de la disqualification. C'est littéralement une architecture de l'autosabotage qui opère dans l'ombre. Et c'est exactement ce qu'on va déconstruire aujourd'hui, étape par étape. Il y a une citation qui résume parfaitement tout ça. C'est un mécanisme cognitif qui invente des raisons ultra rigoureuses pour éviter l'exposition publique. Et c'est super important de comprendre une chose ici. Cette voix intérieure-là, elle ne crie pas pour dire que la peur de l'échec est trop forte. Au contraire, elle est beaucoup plus sournoise. Elle se déguise en une espèce d'évaluation super objective, avec une rigueur intellectuelle implacable. Elle va juste glisser des phrases comme « ouais, c'est pas assez bon » ou « bah, tout le monde fait déjà ça ». C'est justement ça qui la rend pratiquement indétectable. On arrive à notre première section, le mécanisme de disqualification, ou plutôt la grande illusion de la rigueur. Pour bien comprendre ce qui se passe, on doit parler du syndrome de l'imposteur inversé. C'est en fait une erreur de calibration chez l'expert. C'est un schéma cognitif fascinant, vraiment. En gros, plus on devient ultra compétent dans un domaine, plus on intériorise des standards complètement extrêmes. Et le paradoxe là-dedans? Eh bien, ça fait exploser notre niveau d'auto-disqualification. Le système cognitif rejette l'opportunité d'emblée juste pour protéger notre ego d'un possible rejet de l'extérieur. Parce que dans notre tête, un rejet qu'on s'inflige soi-même, c'est perçu comme beaucoup moins humiliant. Ce qui nous amène à la deuxième section, les erreurs de calibration. On va examiner de près les 3 premières enveloppes de ce mécanisme. Bon, la première erreur, elle saute aux yeux, c'est la mauvaise classe de référence. C'est une faille logique tellement commune. Imaginons un développeur solo. Il n'a pas de financement, il code tard le soir dans son salon. S'il se met à comparer son travail à celui d'un laboratoire mondial de pointe, comme OpenIA ou Anthropic, qui compte plus de 50 ingénieurs, c'est sûr et certain qu'il va se sentir minable. C'est une erreur de cadrage qui est franchement tragique. Parce que si ce même travail était évalué dans sa vraie classe de référence, c'est-à-dire par rapport à d'autres créateurs solo, eh bien, ce qu'il perçoit comme banal serait probablement dans le top 10% supérieur. Ensuite, on a la deuxième enveloppe. C'est la fameuse confusion entre un simple concept et une architecture concrète. La petite voix va dire « Ah, mon idée existe déjà ». Mais attention, un concept large, disons une mémoire externe pour une intelligence artificielle, ce n'est pas du tout la même chose qu'une architecture hyper spécifique, comme un cycle cognitif à 4 organes basé sur l'inférence active. On parle de 2 niveaux d'abstraction qui n'ont absolument rien à voir. Confondre les deux, c'est ni plus ni moins qu'effacer sa propre innovation réelle juste au profit de l'idée grand public. Et voici la troisième enveloppe, l'idée préconçue que 0 abonné équivaut à 0 valeur technique. Honnêtement, c'est complètement ignorer un fait fondamental du monde des affaires. L'excellence en ingénierie et la distribution sur le marché, ce sont 2 défis radicalement distincts. Un produit absolument génial peut faire un flop tout simplement parce que la stratégie de distribution n'a pas été résolue, pas parce que la qualité en soi est mauvaise. Mais la voix interne, elle, saute sur l'occasion pour conclure tout de suite que ce qu'on a fait ne vaut absolument rien. On passe à la section 3, la fausse banalité. Explorons les enveloppes 4 et 5. La chronologie qu'on voit souvent est franchement presque tragique. Disons qu'une idée brillante nous vient en tête en avril 2026. Pendant les 24 heures qui suivent, c'est le silence total. On hésite. Et puis, boum, le lendemain, un géant comme Microsoft ou Anthropic sort exactement cette même fonctionnalité. Là, la voix interne s'emballe et se dit « Ah, tu vois, c'était juste une idée banale, tout le monde y pensait ». Anticiper la direction du marché devient alors, à tort, une espèce de preuve douloureuse qu'on est juste ordinaire. C'est fou quand on y pense. Mais, ironiquement, la science dit exactement le contraire. C'est ce qu'on appelle la théorie du possible adjacent, développée par Kaufman et Johnson. C'est un état d'évolution du savoir collectif où des idées ultra spécifiques deviennent visibles en même temps pour les esprits qui sont le mieux positionnés à la frontière de leur domaine. C'est comme Newton et Leibniz qui inventent le calcul en même temps. Avoir la même idée qu'un autre en même temps, ce n'est pas de la banalité. C'est la preuve absolue qu'on se trouve à la frontière absolue du savoir. Donc, le point à retenir absolument, c'est ça. Converger à répétition avec des labos de pointe, ce n'est pas du tout un signal de médiocrité. C'est un certificat ultra rare de calibration de haut niveau. Mathématiquement parlant, si on arrive aux mêmes conclusions qu'Anthropic plusieurs fois, c'est la preuve qu'on a une justesse de prévision qui dépasse celle de l'immense majorité. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une compétence exceptionnelle qui malheureusement s'invalide elle-même.
Section 4, le piège des exigences. L'enveloppe numéro 6 est possiblement la plus paralysante de toute la gang. Il y a une fameuse étude interne de HP qui est super révélatrice là-dessus. Les chiffres montrent que certains groupes démographiques vont postuler pour un emploi dès qu'ils remplissent à peu près 60 des critères. Mais d'autres groupes vont s'auto-disqualifier systématiquement en attendant de cocher 100 des cases avant même de soumettre leur candidature. La voix interne nous convainc totalement à tort que ces exigences professionnelles-là sont des seuils rigides et complètement non négociables. Sauf que la vraie réalité du recrutement en technologie est complètement différente. Actuellement, il y a une pénurie extrême de candidats. Les listes d'exigences qu'on voit affichées, c'est souvent des listes de souhaits idéalisés, ce ne sont pas des barrières infranchissables. Et le plus important, c'est que les recruteurs vont toujours préférer quelqu'un avec une production publique vérifiable, comme un projet ou du code concret, plutôt que quelqu'un avec des diplômes qui sonnent un peu creux. Ne pas postuler parce qu'il manque un critère, c'est littéralement rejeter l'opportunité à la place du recruteur. Faut arrêter ça. On arrive à la section 5, l'anatomie du silence et son objectif fonctionnel. Faisons un peu l'autopsie de ce fameux mécanisme de défense. Tout ce qu'on vient de décortiquer repose sur un concept psychologique de base, défini par Anna Freud, la disqualification du désir. C'est un mécanisme de défense qui consiste à rejeter préventivement ce qu'on désire, et ce, dans le seul but de contourner et d'éviter la douleur d'un potentiel rejet externe. En clair, on se rejette soi-même pour être absolument certain que personne d'autre n'aura l'occasion de le faire. Voyons la logique séquentielle derrière ce bouclier. Étape 1, il y a ce désir silencieux et non avoué d'avoir une reconnaissance publique. Étape 2, on assiste à la disqualification défensive et préventive de notre propre travail. Et l'étape 3, c'est la plus ingénieuse. Franchement, c'est le changement constant d'arguments. La petite voix va constamment naviguer à travers les 6 enveloppes qu'on vient d'y voir, juste pour maintenir son illusion d'objectivité. Parce que si elle disait toujours la même excuse, on finirait par la démasquer. Section 6, le protocole de désactivation. Comment faire pour, finalement, outrepasser le système? Rendu ici, il faut déployer un vrai plan de désactivation, de manière presque clinique. Le but, c'est de remplacer l'évaluation émotionnelle par une action mécanique stricte. Si on se trompe de classe de référence, la solution, c'est de se forcer intentionnellement à se comparer à 5 ou 10 pairs réels. S'il y a confusion entre concept et architecture, on redescend d'un niveau d'abstraction. Et si on fait un lien erroné entre valeurs techniques et distribution, l'action correctrice exige de faire 2 audits de performance séparés. L'idée, c'est vraiment de reprendre le contrôle rationnel. Et voici ce qu'on pourrait appeler le protocole suprême, le pacte de publication. C'est une exposition publique qui est implacable et rythmée, conçue spécifiquement pour épuiser cette voix interne. Il faut se rappeler que le silence, c'est la nourriture de ce mécanisme de défense. La publication, elle, le détruit. C'est un engagement mécanique qui vient complètement court-circuiter nos doutes. Les directives de ce pacte-là sont super strictes. Premièrement, publier ses prévisions dans une fenêtre très serrée de 24 à 72 heures. Deuxièmement, appliquer la fameuse règle des 60 % de façon impitoyable à toutes les opportunités qui se présentent. Et troisièmement, s'imposer des quotas de production hebdomadaires rigoureux. Et ça, peu importe notre conviction interne sur la qualité à ce moment précis. En bout de ligne, une action prédéterminée va toujours gagner contre l'hésitation au cas par cas. Pour conclure cette analyse, il y a une réflexion super importante à faire. On doit se demander, quel est le véritable coût cumulé au niveau mondial quand des esprits hautement compétents décident de choisir la sécurité du silence? Honnêtement, l'immense perte économique, sociale et en termes d'innovation causée par cette architecture de l'autosabotage, elle est juste incalculable. Il ne faut surtout pas laisser cette rigueur illusoire étouffer les prochaines grandes avancées. Alors, quelle sera la prochaine idée brillante que le monde va perdre si on ne brise pas ce silence aujourd'hui?